je pense que, bien que nous n'étions pas, même si nous n'étions pas là, on nous aurait cités. Et si on nous cite et que nous sommes là, je crois que c'est le lieu de partager avec tout le monde l'expérience que nous avons vécue jusqu'à arriver à ce niveau. Voilà, je m'appelle Séni Bayi, je suis chargé de communication à IRAPA, membre du comité de négociation, membre du comité suivi-évaluation au niveau de IRAPA. IRAPA, donc, c'est l'initiative pour la réunification des ailes politiques et armées du MFDC. Donc, merci tout le monde. Je crois que je ferai l'économie de ne pas revenir sur le projet en tant que tel, parce qu'il avait été déjà présenté. Et comme le projet a été présenté, je m'avais peut-être revenir avec vous sur deux aspects. D'abord, comment nous sommes arrangés pour arriver à ce niveau, et ensuite, quels sont nos défis. En ce qui concerne le pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau, comme tout Sénégalais ou comme tout Casamance, nous nous sommes posé la question à savoir, 40 ans de conflit en Casamance, quelle est la responsabilité et le rôle de chacun? C'est vrai que quand il s'agit de régler un problème, chacun a sa manière de faire. Et que nous avions pensé que 40 ans après, on ne pouvait pas être là et dire on va faire la paix. Nous pensons qu'il faut poser des actes. C'est ainsi que nous sommes allés rencontrer l'aile combattante de Jakaï pour leur proposer d'avancer ensemble avec eux, parce qu'effectivement, il y avait un problème qui était là. Salif était déjà en négociation et Jakaï n'était pas en négociation en même temps que César et Compass. Et par conséquent, il fallait impérativement, dans notre compréhension, que Jakaï, Compass et César partent en négociation pour que, si possible, qu'il y ait une jonction dans les négociations de ce que Salif dit, si cela intéresse la Casamance, de ce que les autres diront, si cela intéresse la Casamance, il ne manquerait pas un jour, on ferait la jonction de tout ça et ça sera une occasion pour parler d'une même voix au niveau du MFDC. C'est vrai que ça n'a pas été facile, parce que d'abord avec Jakaï, nous sommes compris, nous sommes entendus, mais ils nous ont fait une sollicitation extrêmement grave. Il s'agissait pour nous de quitter notre vie civile pour devenir des membres du MFDC. Et ça n'a pas été facile. Ça, il fallait le dire et c'est extrêmement important. Parce que être MFDC, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas trop compliqué d'être MFDC, mais hier, pour être MFDC, il faut remuer tout le monde pour pouvoir être MFDC. Alors, quand nous les avons rencontrés, nous leur avons proposé un projet intitulé « En droite ligne vers l'étape de négociation ». Parce que nous avions la conviction que nous ne pouvions pas ne pas négocier. Et eux ne pouvaient pas négocier l'arme à la main. C'est voilà notre conviction. Alors il fallait donc travailler d'arrache-pied avec les combattants pour leur faire comprendre que tout ce qu'on est en train de faire, tant que l'arme est là, ce n'est pas possible. Dieu merci, on s'est entendu, mais eux aussi nous ont fait une autre sollicitation. Ils ont constaté, pour le regretter, qu'au niveau du MFDC, il y avait trop d'acteurs. Et tous ces acteurs parlaient du MFDC. Et le lieu donc de voir comment créer une synergie avec tous les acteurs pour qu'au moins, quand il s'agira d'aller discuter avec l'État du Sénégal, que les gens se retrouvent et aller discuter avec l'État du Sénégal. Nous avons tenté l'expérience et on a donc, avec le contrôle de Jakaï, fait une rencontre avec les gens du groupe de contact. Nous avons fait une rencontre avec les gens de Assaninga, et peut-être je reviendrai pour vous dire qu'est-ce que c'est qu'Assaninga. Nous avons fait une rencontre avec les gens de Oussouye, et nous avons fait une rencontre avec les gens de Bignona. Et que quand je parle de Bignona, vous savez que c'était donc des ailes politiques qui répondaient, n'est-ce pas, à Nkrumah Sané, et qui à leur tour aussi avait une faction qui répondait à leur nom. Nous sommes donc allés à Oussouye, parce que Oussouye aussi avait donc des gens qui répondaient de César. Et par conséquent, nous avons pensé que ce n'est pas possible de faire une paix. Quand quelqu'un se lève le matin et dit « je fais la paix », il se lève le matin, il se dirige au nord. L'autre dit « je fais la paix », il se lève le matin, il se dirige au sud. Nous pensons que ce n'est pas une bonne manière et nous avons pensé qu'il fallait corriger. Dieu merci, nous sommes arrivés à mettre en synergie tous ces groupes-là et nous avons créé ce que nous avons appelé le CP. C'est le comité provisoire qui avait pour rôle d'unifier ou bien de tenter de rapprocher les positions de Jakaï, de César et de Compass. Malheureusement, quand nous avons mis sur pied le CP,
il y avait donc un problème de compréhension et de vision. Parce que pour nous, il n'était pas question que l'aile civile parle de la paix à l'absence de l'aile armée, et il n'était pas question que l'aile armée parle de la paix à l'absence de l'aile civile. Et j'ai beaucoup aimé paraphraser un de nos consultants formateurs qui disait qu'il fallait imaginer les MFDC comme un pigeon. L'autre aile, donc, c'était l'aile armée, l'autre aile, c'était l'aile combattante. Et l'expérience a montré que de toute l'expérience du MFDC, les civils ont tenté de parler seuls, et à chaque fois, ça ne donnait pas un résultat. Et par expérience aussi, les combattants avaient tenté de parler seuls, à un moment donné, ça n'a pas donné un résultat. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour des gens qui ont le même intérêt, ils ne pouvaient pas parler de manière différente et de manière dispersée. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il fallait impérativement créer une structure qui rassemblerait l'aile armée et l'aile politique. Dieu merci, cela a réussi. Maintenant, il y a eu un clash dans le CP parce qu'on n'avait pas la même vision. Et comme on n'avait pas la même vision, il y avait donc des problèmes et Yakaï s'était donc positionné parce qu'à un moment donné, Yakaï ne pouvait plus marcher dans cette coalition. Et il nous est donc possible donc de revenir pour se poser la question. C'est vrai, si on a un problème, on ne met pas un problème. Si vous avez un problème, vous cherchez une solution. Comme Yakaï ne peut plus aller avec le Sud, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ainsi que nous avons pensé qu'il fallait insister avec Yakaï pour qu'ils comprennent que seul le dialogue et la négociation est la seule porte d'entrée pour arriver à une paix. Dieu merci, cela a été. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc créer une rencontre à laquelle il fallait donc partager le choix de l'option. Et c'est le lieu de saluer les RPC et Robert Sagna. Comme j'ai l'habitude de le dire, quand personne ne nous croyait, c'était les RPC et Robert Sagna qui nous avaient cru. Et quand ils nous ont cru, le 24 octobre 2020, nous avions organisé un forum dont le thème était la négociation en lieu et place des violences armées, n'est-ce pas? Le MFDC Yakaï choisit et opte. Au sortir donc de cette rencontre, les RPC nous avaient donc demandé de produire un rapport. Et ce rapport a été produit. Et si je ne m'abuse, c'était les points qui étaient retenus, c'était 34 points. Parmi les 34 points retenus, il y avait un point extrêmement important que nous avions suffisamment réfléchi, qui était le projet de dépôt des armes. Comme je l'ai dit à l'entame, tant que l'arme est en bandoulière, il n'y a pas possibilité de faire la paix. Et il fallait donc travailler avec les combattants pour qu'ils acceptent que la seule solution, il fallait déposer l'arme. Il nous a fallu presque 2 ans de négociations pour que les combattants acceptent, n'est-ce pas, que la seule solution, c'est de déposer les armes. C'est le lieu aussi de remercier la COSPAC, parce que quand nous avons choisi négocier, il fallait à ce moment-là faire une capacitation de ceux-là qui doivent aller à la négociation, et surtout en matière de recherche de la paix. Et ça, il faut remercier la Fondation Frédéric Ebert, qui a mis de tout ce qui est de son possible pour que cette capacitation puisse avoir lieu. Une fois la capacitation terminée, nous avons donc demandé à rencontrer l'État du Sénégal. C'était difficile. C'était difficile parce que n'oubliez pas que nous étions dans une coalition composée de factions de Yakaï avec Fatoma, de César avec Sikoun, et de César avec Kassorol et de Kompas avec Sikoun. Mais ça, c'était dans le CP. Alors, quand l'État a commencé à discuter avec les CP, dans la première vision de l'État, en discutant avec les CP, discuter avec tout le monde. Mais comme nous ne croyons pas à ce qu'on était en train de faire dans ça, nous nous sommes battus, et c'est le lieu de remercier vraiment de toutes les forces possibles les services de l'État au niveau régional, qui nous ont soutenus et compris qu'effectivement, à un moment donné, on peut avoir une même vision, mais à un moment donné, dans la démarche, on peut ne pas se retrouver et avoir choisi autre chose. C'est ainsi que nous avons choisi autre chose. Et c'est ainsi que le 30 juillet 2021, la première rencontre avec le CH a eu lieu à Banjul, que nous avons appelé Banjul 1. Après Banjul 1, il y avait donc Banjul 2. Ensuite, nous avons fait une rencontre à Tambacounda. En résumé, nous avons fait 7 rencontres de négociation avec l'État du Sénégal. Il y a eu 3 accords qui ont été signés. L'acte 1 a été signé, et dans cet acte 1, il y avait donc 3 points. 4 points. Le premier point, c'était la mise sur pied d'un comité de veille, de suivi et d'évaluation. Et dans ce comité de suivi, de veille et d'évaluation,
Nous avons le CIAS qui est représenté par ambassadeur Kouli. Et nous avons aussi le colonel Conté. Et nous avons le colonel Diagne qui est de l'état-major. Mais aussi, au niveau de l'IRAPA, nous avons donc Séni Bayi, l'autre commandant, le proviseur Etienne Sagnan. Nous avons aussi Moustapha Ewadia Kamara et Abdou Sayo. Mais aussi, nous avons des personnes ressources qui sont aussi membres du comité de suivi et évaluation, qui a été validé en une réunion de négociation, que sont Robert Sagnan, que sont le colonel Fabré, que sont Elaz Fansou Bodian, n'est-ce pas, qui nous avons pensé que c'était donc des porteurs de voix et que si nous parlions avec l'État du Sénégal et sur des choses qui ne sont pas respectées au niveau de l'État, ils avaient donc la possibilité de dire à l'État du Sénégal, nous, en tant qu'autorité de la localité, voilà ce que nous pensons par rapport à ça. Voilà donc dans la démarche ce que nous avons pu faire. Maintenant, comme je l'ai dit, nous avons donc 3 actes qui ont été signés et je vais parler du dernier acte qui a vu naître le dépôt des armes. C'est vrai que quand nous avons dit qu'il ne fallait pas entrer dans la négociation par les dépôts des armes, les techniciens des ressources de zone du conflit nous ont dit vous êtes des fous. Parce que ça, c'est du jamais vu. Personne n'a jamais vu dans ce monde-là un projet, une négociation qui a commencé par un dépôt des armes. Mais c'est parce que nous y croyons par rapport à ce que j'avais dit à l'entame. Tant que les armes sont en bandoulière, ce n'est pas possible de faire la paix. Les gens nous ont dit il faut faire des cessez-le-feu. Nous avons posé la question à savoir combien de cessez-le-feu ont été signés. Et quelles en étaient les raisons pour lesquelles les cessez-le-feu ont été violés. Alors donc, nous sommes donc retrouvés dans ce projet et le 13 mai, nous avons donc signé, nous avons donc déposé les armes. C'est le lieu de remercier tous ceux qui ont tenté d'organiser cette rencontre et Dieu merci, elle a eu lieu. Parce qu'effectivement, juste après le dépôt des armes, nous n'avions pas la possibilité de rencontrer la presse pour discuter avec elle sur la suite ou bien sur la conduite à mener. Parce qu'effectivement, dans les accords, il y avait donc des accords qui ont été tenus. Et ces accords, l'État du Sénégal, à travers donc, la demande de MFDC, a eu donc à saisir l'USAID pour accompagner. Mais il y a des aspects, l'USAID n'accompagne que 4 actions. Il y a des actions que l'État du Sénégal n'a pas, que l'USAID n'a pas pris en charge, que l'État du Sénégal doit prendre en charge. Et parmi ces actions, nous avons produit un document que nous avons appelé le développement durable. Et dans ce cadre du développement durable, presque 95% des axes devant restituer la paix, n'est-ce pas, pouvaient donc être retenus dans ça. Voilà. Donc, c'est vrai, j'ai omis un passage extrêmement important. C'était que quand il était question de rencontrer l'État du Sénégal, il fallait impérativement quelqu'un qui devait être à notre niveau pour dire à l'État du Sénégal, je pense que voilà ce que nous devons faire, et de dire à Diakaï, voilà ce que nous devons de faire, qui était donc Henri Ndeki, qui était donc le chargé de médiation. Et ça, c'est le lieu de le remercier, parce que comme il a l'habitude de le dire, quand nous l'avons choisi, les gens avaient pensé que nous avons choisi un enfant venant de naître, et que par conséquent, il n'était pas évident qu'il puisse mener la médiation. Mais Dieu merci. Donc nous remercions le Tout-Puissant pour ça. Donc je disais que nous n'avions pas, le 13 mai 2023, on n'avait pas la chance de partager avec la presse. C'est le lieu de vous remercier, parce que le 13 mai a été suffisamment médiatisé. Mais c'est le lieu aussi de dire que nous aurions souhaité, pour la presse, que quand quelqu'un est mort, vous en parlez pendant 4 mois, quand on a signé la paix, vous n'en avez même pas parlé au mois. Ça, je crois que c'est le lieu de vous le dire. Parce qu'au moins, il faut quand même reconnaître que tous ceux qui ont travaillé dans ça, ils en ont fait une chose telle que ça a mérité un an durant que les gens en parlent. Parce qu'effectivement, ce n'était pas facile. Comme une autorité l'a dit, c'est un courage de faire la guerre. Mais il te faut un double courage pour déposer l'arme. Et ceux-là qui ont déposé les armes, s'ils ne sont pas galvanisés, s'ils ne sont pas encouragés, vous laissez la place aux autres de dire ce qu'ils peuvent dire, et quand ils vont dire ce qu'ils peuvent dire, ça peut décourager. Et c'est le lieu de lancer un appel à la presse. C'est le lieu de vous remercier pour dire que nous sommes de vous, et vous êtes de nous. Cette Casamance-là, chacun a son modèle de régler ce conflit. J'ai beaucoup apprécié la société civile qui a parlé dans quoi la société civile était.
Mais j'aurais invité aussi à la société civile d'avoir un peu plus de courage pour dire que ceux-là qui n'ont pas déposé les armes, déposez les armes. Il faut avoir le courage là. Même si on doit mourir pour avoir dit à un combattant de déposer l'arme, vous irez au paradis. Ça, nous en avons la conviction. Parce que aussi, c'est ça. Un engagement doit pouvoir avoir un prix.